une conférence de presse qui était très attendue. C'était il y a 4 jours exactement. Adam Silver a donc parlé de l'éventualité pour l'instant pas d'une création, mais d'une recherche, d'une discussion autour de l'arrivée donc de la NBA en Europe. Pas pour faire des matchs de pré-saison, parce que ça, on l'a déjà vu. Pas pour faire des matchs de saison régulière, parce que vous le savez, à Paris, on a cette chance depuis plusieurs saisons, depuis 2020, d'avoir des matchs qui comptent en NBA, mais bien pour créer à terme une ligue européenne avec un mix de clubs, de franchises. Il y a beaucoup de questions, Erwan, qui se sont installées dans nos esprits. On a pris quelques déclarations d'Adam Silver, vous allez les voir. Mais avant toute chose, d'un point de vue un petit peu général, c'était attendu. Ça fait des années qu'on en parle. C'est une chimère. On a l'impression qu'on y arrive. Ouais, on a l'impression qu'on y arrive plus que jamais. Honnêtement, quand on s'est renseigné un petit peu sur ce projet-là, sur le sérieux, sur l'investissement en interne qui est mis de la part de la NBA, je pense que je parle pas d'investissement d'argent, je parle d'investissement de travail, d'hommes, de moyens. En fait, oui, c'est un serpent de mer, la NBA en Europe, depuis 20, 30 ans, en fait. Depuis toujours, depuis qu'on regarde, en fait. C'est des discussions qui n'ont jamais arrêté. Alors, ça a toujours connu quelques freins pour des raisons diverses, mais là, plus que jamais, il semblerait qu'on soit évidemment à l'aube de cette fameuse ligue NBA en Europe. La ligue NBA en Europe, donc, c'est des franchises, des clubs dans les grandes villes européennes qui s'affrontent entre elles. Voilà, donc ligue fermée, ligue ouverte. Vous savez que la NBA est une ligue fermée qui a bientôt l'expansion. On va passer à 32 équipes dans quelques saisons. Donc il y a beaucoup de questions. Comment ils vont financer ça? Quel est le prix d'entrée? Qui pourra accéder aussi à ça? Dans quelle salle on va jouer? Il y a tellement de questionnements. Quelles seront les règles? Eh bien écoutez, on va commencer par lire les déclarations d'Adam Silver, donc le commissionnaire de la NBA. On vous a pris 2 grandes déclats et on regardera aussi celui du secrétaire général de la FIBA, parce que la grosse info déjà dans tout ça, c'est que c'était une conférence de presse NBA X FIBA, donc ce qui est assez incroyable. Donc Adam Silver nous dit, la NBA en Europe, ce n'est pas une discussion nouvelle, mais nous pensons que le moment est venu de passer à l'étape suivante. Nous avons eu beaucoup de discussions avec les acteurs pour amener le sport à un autre niveau en utilisant notre marque NBA et notre savoir-faire pour gérer une ligue. Ok, on enchaîne s'il te plaît sur la deuxième. Combien d'équipes? Le projet initial est à 16 clubs. Mais c'est provisoire. On pense à quelque chose comme 12 clubs permanents et 4 qui pourraient changer d'année en année. Dans des lieux forts du basket européen, nous voulons respecter la tradition du basket européen et ses règles différentes des nôtres. On pense, par exemple, au match qui resterait à 40 minutes. C'est important, ça aussi, on y reviendra dans quelques instants. On s'arrête là-dessus un peu. Il a dit beaucoup de choses, donc les avancées, les premières discussions plutôt, ils veulent établir donc cette ligue avec un nombre d'équipes. On parle de 12 franchises NBA qui seraient créées de toutes pièces quelque part, avec certains clubs, avec existants, des clubs de foot aussi. De 4 clubs feraient des allers-retours, donc un peu comme l'Euroleague aujourd'hui. Si tu gagnes son championnat, tu viens, ou comme la Ligue des Champions en foot. Est-ce que tu arrives à te projeter sur une éventuelle ligue comme ça, là, à 16 clubs qui se déroulerait en cours de saison? Très dur, parce que ça a jamais vraiment existé, et le modèle Euroleague, pour moi, ne fit pas avec les déclarations d'Adam Silver. Ce que je vois, c'est... On parle avec la FIBA, on parle pas de l'Euroleague. On parle avec la FIBA, on ne parle jamais de l'Euroleague d'ailleurs. L'Euroleague parle beaucoup de NBA en disant on n'est pas en guerre. La NBA ne prononce jamais le mot Euroleague. La NBA, par contre, parle de la FIBA. Et on rappelle qu'ils ont créé la BL avec la FIBA. C'était il y a 5 ans déjà. Donc, 6 ans. Donc déjà, là, on peut comprendre un petit peu l'orientation et avec qui ils veulent s'associer. Et on connaît l'antériorité du conflit entre Euroleague et FIBA. Je vois aussi que amener notre savoir-faire sur savoir comment gérer une ligue, entre guillemets, on va vous montrer comment on fait du argent, comment on fait du pognon, comment on fait du pognon avec le basket et le sport, les amis, parce qu'on vous aime bien. Votre histoire, elle est cool. On veut la respecter. On veut respecter. Très important de parler de ça. Et c'est très important pour moi, pour la NBA, d'arriver en Europe en respectant l'histoire du basket européen, et donc quelque part là, l'Euroleague, sans les citer, ils parlent d'eux parce que la grande compétition, la grande Coupe d'Europe, c'est l'Euroleague. C'est pas ce que la FIBA propose avec la BCL. Mais en même temps, on veut respecter la tradition, mais on vient là aussi pour vous montrer comment on fait du pognon. Donc c'était une espèce d'un entre-deux qui paraît logique. Mais aujourd'hui, tu le dis, comment tu te projettes? C'est dur de se projeter parce que... Ouais, t'es dur ma question, je vais pas te mentir. Non, mais c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, c'est pour ça. C'est intéressant d'y répondre. Moi, je vois bien aujourd'hui à l'équipe, on m'envoie plein de messages pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est flou pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont en interne au sein de la NBA et qui ont certainement leur vision
bien dessiné, mais nous aujourd'hui de l'extérieur, même si nous on est dedans, qu'on a des infos un peu avec nos potes de la NBA, qu'on a des infos avec nos potes de la FIBA, qu'on connaît quelques gens à l'Euroleague, c'est très dur aujourd'hui de dire oui, il va se passer ça. Mais parce qu'ils le savent pas aujourd'hui. Hein. En fait, c'est comme si tu montes une étude, tu bosses sur plusieurs cas, tu choisis un petit peu, mais très honnêtement, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler la Ligue, parce que c'est encore trop tôt. Même si la NBA espère que la Ligue arrive, je sais pas, dans 3 saisons, allez, même soyons très très large, 2030, tu vois, vraiment, je mets 5 saisons, connaissant la NBA. Ça sera pas 5 saisons. Je te mets, ce sera pas quoi? Ça sera pas dans 5 saisons. Hein. Non, je sais. Ça sera avant, je te donne vraiment une fourchette la plus large possible, parce que entre temps, il faut quand même choisir des salles, avoir des équipes. Ça prend pas 1 an et demi non plus. Donc, je te demande 2027, 2028, 2030. Je pense qu'on sera à peu près dans ces eaux-là. Écoute, on va regarder la déclaration du secrétaire général de la FIBA, qui lui aussi donc a pu discuter de tout ça. Donc, c'est Andreas Zaklis. Compte tenu de la popularité de ce sport et du succès des compétitions des équipes nationales, il existe un potentiel inexploité dans le basket des clubs européens. Une nouvelle ligue en Europe combinerait le sens aiguisé des affaires de la NBA, Erwan, tu en parlais, et l'expertise internationale de la FIBA pour attirer des nouveaux fans vers le basketball, mais aussi des investisseurs. Elle est importante cette dernière phrase parce que faut savoir que les compétitions internationales se passent très bien d'un point de vue médiatique, sur l'organisation. En preuve en est la Coupe du Monde qu'on a vécue à Manille, où les meilleures équipes étaient là. Team USA, on voit pas son équipe A, mais toutes les meilleures équipes du monde étaient là. Même si les JO sont gérés et créés, et faite par le CIO, la FIBA construit absolument tout le reste autour et est quand même impliqué. Et on est ressorti quand même des JO de Paris avec l'association qu'on avait vu les meilleurs basketteurs et le meilleur basket possible. Hein, c'était le ressenti qu'on a eu sur zone, et au vu de l'effet un peu séisme, tu vois, de la sensation que ça a été autour de ces JO comme le moment le plus important avec la finale France-États-Unis. On pense que la FIBA travaille très très bien. Donc c'est important d'avoir les deux entités qui bossent, parce qu'il va y avoir tellement de questions que je vais essayer de te dire et tu vas essayer d'y répondre. Bon courage, parce que les premières questions qui se posent, c'est quelle ligue? Ok, admettons 12 ou 16. Quelle équipe dans... Ok. Quelles seront les équipes dedans? Création de A à Z de certaines franchises. Là, on parle d'un ticket d'entrée à 500 millions d'euros pour créer donc des franchises, détenues à 50% par la NBA et 50% qui seraient des fonds privés. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des fonds d'investissement déjà partout, de tout horizon. Ça peut être aussi des investissements étatiques. Là, on pense au Qatar, on pense aux Émirats Arabes Unis. On a entendu quoi, Erwan, comme rumeur? Paris Basketball ou pas Paris Basketball? Londres. Manchester. Rapprochement avec Arsenal. Manchester, rapprochement avec City. Donc, encore une fois, des fonds énormes. Donc, on peut se projeter sur la création... Malakoff, rapprochement avec First Team. Vache. Pas exactement, politiquement, on n'est pas exactement au même endroit. Non. Avec First Team, tu veux dire? Oui, avec First Team. Comment tu te projettes sur l'éventualité de nouvelles équipes, déjà? Nouvelles franchises, nouvelles marques, en fait. Très dur à imaginer, mais par contre, pour moi, indispensable. Je ne crois pas que la NBA va arriver en Europe en mettant des moyens colossaux, parce que pour arriver en Europe avec le projet qu'ils ont et dont ils ne se cachent même pas, hein, quand on lit ce que dit David Stern, je pense pas... David Stern, n'importe quoi, Adam Silver. Incroyable. Oui. Je suis un ancien. Je crois ils vont arriver avec des moyens colossaux en Europe. Je crois qu'à un moment donné, ils vont quelque part, même si aujourd'hui, ils veulent bosser main dans la main avec la FIBA et c'est important, ils vont vouloir quelque part mettre leurs pattes. Et leurs pattes, c'est aussi créer des nouvelles équipes. Ils vont vouloir petit à petit dessiner cette future ligue, ce futur championnat. Donc, entre ce qui sera la première année et ce qui sera à l'année 5, pour moi, ça ne sera pas du tout la même ligue. Mais évidemment que ça doit passer par la création de nouvelles équipes. Mais c'est même plus des équipes ou clubs, ça sera des franchises, vraiment. Donc, évidemment qu'ils vont se rapprocher, comme tu l'as dit, avec Londres, avec Paris, avec les Émirats Arabes Unis. Ils vont devoir créer aussi des franchises parce que quand il dit notre savoir-faire de gérer une ligue, ben c'est avec des franchises, c'est pas avec on sait que les clubs c'est géré, il y a un aspect politique, un aspect régional, faut faire avec un tel, l'historique sponsor du club. Ça en fait, tu arrives devant l'NBA, tu leur parles. Non mais attends, lui c'est notre partenaire. Non mais en fait, ils veulent pas de ça. Eux, ils veulent pas de ça. Quelque part, ça va être on vient, c'est sympa, la FIBA, mais en fait, on veut si vous voulez faire de l'argent, par contre, c'est nous. C'est nous. Et quelque part, la vraie promesse, c'est pas de « ça va être du beau basket ». On l'a déjà avec l'Euroleague. La promesse, ça va être de dire « si vous voulez pas que le basket européen, de club en tout cas, soit dans une crise profonde à un moment donné, il va falloir nous suivre parce que faire de l'argent, c'est nous qui savons le faire et c'est pas vous ».
Je te rejoins complètement. La promesse, elle est assez claire. De toute manière, la NBA, lorsqu'elle lance un nouveau projet sur un nouveau territoire, son but, c'est de faire du marketing, de vendre des droits télé, donc de remplir les salles. C'est se calquer sur le modèle économique aujourd'hui de la NBA. Bien sûr. Et c'est des franchises. Bah oui. Donc voilà. Donc on est dans il y aura l'assurance qu'il y ait 12 marques, donc 12 franchises nouvelles, existantes, qui s'intègrent là-dedans. Ça, c'est une vraie question. Après, en fait, la vraie question, c'est des clubs comme le Real Madrid. Bah alors, regarde, je te prends l'exemple de Paris. Ouais. Exemple de Paris parce que c'est ultra concret. Concret. À Paris aujourd'hui, il y a le club du Paris Basketball. Voilà. Qui a, depuis 2018 maintenant, 2018, a eu une ascension incroyable, gagné des titres, qui a créé une nouvelle salle avec la Adidas Arena, qui est remplie. Il y a un début de culture, donc avec du supporterisme. Les gens se déplacent pour voir du basket à Paris. Il y a l'Euroleague qui s'est bien passé cette saison. Il y a des joueurs sur lesquels tu es attaché. Tu as David Kahn à la tête de Eric Schwartz aussi, les deux à la tête du Paris Basketball. On connaît l'histoire compliquée de David Kahn avec la NBA. Hein. Il n'est pas venu racheter un club à Paris pour rien. Il aurait peut-être préféré être au board ou je sais pas où, au sein d'une franchise NBA. Mais il est venu ici à Paris en croyant à un projet dans un bassin de population énorme. Bon, une fois qu'on a dit ça, on sait qu'il y a eu un rapprochement lors de la semaine NBA à Paris avec les deux matchs Spurs-Pacers. Vous n'êtes pas sans savoir que le mercredi, il y avait le match entre le PSG et City. Visiblement, il y a eu des discussions à un moment donné entre Qatar, Émirats Arabes Unis, donc les deux États qui détiennent ces deux clubs-là, avec l'idée, à un moment donné, de se lancer dans le basket, de s'associer avec la NBA pour créer, pas forcément le PSG Basket ou le City Basket, mais une nouvelle entité comme dont on parlait tout à l'heure. Donc je reviens sur l'exemple de Paris, parce que vous allez comprendre. Vous êtes demain, la NBA, vous décidez de vous associer avec quelqu'un pour représenter la ville de Paris. A priori, il y aura une franchise à Paris. Quel est le mieux? De s'adosser au Qatar, créer une nouvelle entité, ils ont fait leur preuve avec le PSG. Lien évident, PSG, Nike, Jordan. Je tire une ficelle qui était vraiment énorme. Ou vous associez avec le Paris Basketball, ou est-ce que les deux entités premières rachètent par exemple Adidas, grave. La salle s'appelle Adidas Arena, qui peut peut-être poser un problème à un moment donné aussi. Est-ce que t'es pas aussi en droit de racheter le club du Paris Basketball et d'en faire une marque propre à la NBA? Voilà, c'est un cas d'école pratique, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il n'y a rien décidé, encore une fois. J'imagine qu'il y a déjà eu des discussions. C'est difficile de se projeter. Je ne sais même pas ce dont j'ai envie, en fait, en tant que fan de basket. Moi non plus, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue business, si la NBA et d'autres investisseurs rachètent le Paris Basketball pour en faire une franchise NBA, le coût d'Eric Schwartz et de David Kahn en même pas 10 ans, c'est magnifique. C'est un cas d'école. Oui. C'est magnifique. Moi, j'ai quand même la sensation que pour ce qu'a créé Paris Basketball, sur et en dehors du terrain, si tu rachètes cette franchise-là avec l'NBA, je pense que c'est le club en France qui est le plus ouvert à ça. Donc, quelque part, tu vas aussi gagner du temps avec ta fanbase, avec ta communication pour dire le Paris Basketball devient la première franchise française de l'NBA Europe. Tu peux communiquer là-dessus. Ils savent parfaitement le faire. On embrasse nos amis de Yard parce qu'ils nous regardent et qu'après, si on les cite pas, ils m'envoient des petits textos d'amour. Mais je pense que tu gagnes du temps parce que tu auras déjà ta fanbase et t'expliques la transition en fait. C'est juste que tu quittes un championnat pour aller dans un autre en disant voilà, c'est l'avenir et c'est un club qui a toujours été tourné vers l'avenir à tous les niveaux. Donc moi je pense que ça peut être, je le vois comme ça. Avec d'autres clubs c'est plus compliqué. Alors quel autre club par exemple? Alors, vous savez que l'Asvel par exemple, Tony Parker on en a parlé, il en a parlé. À Lyon, il y a une vraie grande salle de basket. La plus grande salle de basket de France. Ouais, avec Bercy, avec Bercy les deux, mais qui n'est pas qu'une salle de basket. Voilà. Tu me dis, c'est deux salles de concert aussi. Ouais. Mais je veux dire, Tony Parker en a parlé. Bien sûr, lui aussi, on peut imaginer que intégrer la NBA par ce biais-là serait une réussite extraordinaire aussi en 15 ans. Il y a des questions qui se posent. Tu parlais des grands clubs, les très grands clubs européens. Barça-Real, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait du Barça et du Real? Ça devient une marque à part entière, une franchise à part entière. Comment tu fais avec le championnat domestique? Il y a tellement de questions. Alors, de ce que je sais, c'est que créer cette NBA League en Europe, ce n'est pas vouloir tuer les championnats domestiques. C'est le discours. C'est le discours. Même si moi, je pense qu'à terme, tu peux pas envoyer des équipes, ça sera... Mais en tout cas, les championnats domestiques... Après, les championnats domestiques, en tout cas, auront valeur. La NBA pense que avoir une franchise NBA en NBA Europe qui joue aussi un championnat domestique, ça va servir à tout le monde. Ça va ramener du business à tout le monde. Parce que du coup...
l'équipe locale, je te dis n'importe quoi, Grande Canaria, qui va jouer le Real ou le Barça, qui sont des équipes désormais NBA Europe, eh ben waouh, on les joue, on fait salle pleine, on joue dans ce championnat, il y a ces équipes-là, on peut communiquer, ça peut ramener des sponsors. C'est déjà le cas en vrai, non? Oui, mais là... Ça change quoi d'aujourd'hui? Mais là, fois 10, peut-être fois 5, je sais pas. En tout cas, ok, non, mais c'est comme ça qu'ils voient les choses. Parce que quand tu fais un championnat à 16 ou à 12, et je pense qu'on sera plus proche des 12 que des 16 pour commencer, la saison, elle va être très courte. Tu vois, tu joues 4 fois contre la même équipe. En NBA, tu joues 4 fois contre certaines équipes. Certes. Ça, je suis pas sûr que ce soit... En tout cas, pour moi, et puis même, je crois que c'est important, dans les premières années où la NBA va s'installer en Europe, de ne pas arriver en disant, mais nous, en fait, les championnats domestiques, on en a rien à foutre. Oui, d'accord. Mais moi, le discours, je l'entends et je suis d'accord avec ça. Maintenant, une équipe qui est NBA Europe, 500 millions, tickets d'entrée. Quels seront les joueurs? Quels seront les salaires? Il y a déjà des énormes disparités dans notre championnat de France. Entre Monaco et une masse salariale complètement dingue, la masse salariale de l'Asvel, celle du Paris Basketball et les clubs qui travaillent bien, je pense à Bourg-en-Bresse par exemple, entre ceux-là et La Rochelle, on imagine bien la distance, la masse salariale de Monaco, et c'est le record dans l'histoire. Déjà, il y a un grand écart. On voudrait imaginer donc un club créé par exemple, ou racheté par la NBA ou que sais-je, Paris ou l'Asvel, ou un nouveau club qui intégrerait le championnat de France. Je sais même pas si c'est possible. Tu vois, vous souvenez-vous de quand Paris Basketball a racheté les droits du HTV? Souvenez-vous ce qui avait été dit. Donc moi, j'ai même ça, ce truc de... Autant si c'est des clubs qui se qualifient pour y aller et donc par le championnat domestique, là, je peux l'entendre. Mais si tu crées une nouvelle marque, un nouveau truc avec des disparités terribles, là, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Mais ça fait partie des zones d'ombre où on dit, on attend encore des infos là-dessus. Parce que bien sûr. Non, mais bien sûr. Je pense qu'ils y bossent, que même eux ne savent pas encore. En tout cas, ce qui se murmure, c'est que pour l'instant, les équipes qui seront dans cette ligue en Europe continueront à jouer dans le championnat domestique. Après, avec les conséquences que ça peut avoir, c'est toujours pareil. On veut tirer tout le monde vers le haut. C'est l'idée. On veut que ça bénéficie à tout le monde. Après, dans la réalité... Et on a des exemples avec le foot de clubs qui sont arrivés en disant on va tirer tout le monde vers le haut. Et même si eux, le PSG en ce moment, on voit la gueule de l'état du football français. Bon, le PSG, ils se sont tirés, certes, eux, vers le haut, mais en fait, la faute à qui? Pas qu'à eux, certainement, parce que derrière, les clubs ont très mal travaillé. Il y a eu des dirigeants, derrière, les clubs ont très mal travaillé, mais finalement, ce truc le PSG va emmener tout le monde avec lui, ça n'a pas marché. Parce que tout à l'heure, tu disais, ça va être très différent de l'Euroleague, mais finalement, il y a quelqu'un qui dit, là, qui dit que ce serait juste une Euroleague franchisée, en fait. Et je trouve que la manière dont on aborde le truc, en fait, c'est quoi la différence? Il y aura des membres, en fait, donc il y a des membres de l'Euroleague, voilà, avec la licence A, l'Asvel en fait partie. Il y a des équipes invitées qui arrivent à se qualifier par l'Eurocup. Après, ça reste une Coupe d'Europe avec les meilleures équipes, donc forcément, l'Euroleague, ils ont rien inventé, tu vois ce que je veux dire, dans le concept. Bah, si, c'est quand même une moitié ligue fermée, quand même, l'Euroleague aujourd'hui. Certes, mais ça reste... En Europe, c'est rare. De manière très basique, c'est les meilleurs clubs d'Europe qui se jouent pour gagner une Coupe d'Europe. Oui. Donc voilà, c'est ça que je te dis. D'accord. Donc évidemment, la NBA va pas non plus réinventer un truc, il y a rien à réinventer. Par contre, la NBA, on sait qu'aujourd'hui, c'est mieux que personne que l'Euroleague, fait pas d'argent. Que les clubs comme le Fener, comme Efes, comme le Pana, comme l'Olympiakos, comme l'Étoile Rouge, comme le Partizan, mécènes. Ils ne gagnent pas d'argent, c'est des mécènes derrière qui ont des business ailleurs, qui gagnent énormément d'oseille, qui sont quasiment milliardaires, et ils envoient parce que c'est un kiff pour eux, hein. Et après, il y a un peu de marketing, il y a un peu de truc. Je dis pas qu'ils sont à perte à 100%, mais chaque fois, ils remettent au pot. Là, par exemple, cette année, quand ils signent Van Fournier, l'Olympiakos, c'est le président qui dit, allez, c'est un cadeau pour les 100 ans du club. Et il file 2 millions. Il file 2 millions et que mais. Ouais. Donc, voilà comment marchent ces clubs. C'est des boss je crois que le mec de l'Olympiakos, c'est celui qui gère le port d'Athènes. Je veux dire, ça, c'est l'histoire du sport en Europe. Hein. C'est pas, là, on n'est pas en train de... Enfin, je veux dire, Bernard Tapie à Marseille, à un moment donné, c'est son oseille. On peut citer des milliers de gens comme ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'Euroleague, elle survit avec des mecs comme ça. Et les équipes perdent de l'argent, en tout cas. Qui perdent de l'argent. Là, il y a un nouveau modèle économique, donc via des franchises, qui va arriver pour dire, attends, nous, ce modèle-là, de mecs finalement qui contrôlent tout. Et on a vu que ces mecs-là, quand il y a eu le bif avec la FIBA il y a 15-20 ans, ils sont tellement de pouvoir, ils ont tellement d'oseille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais nous, la FIBA, la Fédération Internationale de Basket, c'est eux qui sont censés toujours, ils ont dit, non, mais nous, on n'a pas besoin de vous. L'Euroleague, on va en faire une entreprise à nous. On va mettre du pognon dedans et on va se mettre de côté. Et on n'a pas besoin de vous. Et ils ont baisé la FIBA. Ils ont baisé la FIBA. Alors, la FIBA, ils ont peut-être pas été bons non plus dans les négociations. Ce que je veux te dire, c'est que c'est des mecs
qui ont aussi des idées, qui vont pas faire forcément bend over à la NBA en disant « Ah, vous voulez qu'il y ait ces conditions-là, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, que ça joue comme ci, que ça joue comme ça, qu'on prenne 50% du market ?» Les mecs vont dire « Non, mais nous, on s'en bat les couilles, moi, j'ai pas besoin de toi. » Donc, à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et l'enjeu, il est là. C'est qu'aujourd'hui, comment tu peux créer une ligue en Europe, appelée NBA Europe, si tu n'as pas les 2 équipes de Belgrade, les 2 équipes d'Athènes, les 2 équipes d'Istanbul? Comment tu fais? Et Kaunas. Comment tu fais? Et en ça, du coup, ça, dans les discours, j'imagine que tout est beau, tout est joli. Je vois quand même le discours du boss de la NBA, de l'Euroleague, qui dit on n'est pas en guerre, mais eux, ils te calculent pas. Ils font comme si tu n'existais pas, en tout cas dans les discours. Comment tu fais derrière pour créer une NBA Europe, même si ça s'appelle NBA et que tous les clubs que je viens de citer, ben, c'est pas lié à la NBA, mais au bout d'un moment, si tu n'as pas ces mecs-là, l'ADN, l'histoire de ce qu'est une Coupe d'Europe sans ces clubs-là, ben là, tu risques de te mettre une balle dans le pied. En fait, toutes les équipes là, que tu as citées ont toutes le même problème. Enfin, toutes les mêmes qualités, toutes le même problème. Donc, Pana, Olympiakos, voilà, toutes les équipes turques, des capitales turques, grecques, Kaunas aussi, et serbes, pour les avoir bien en tête. C'est que toutes ces équipes ont culture ultra forte. Supporterisme poussé à l'extrême. Donc, les qualités de l'Europe. Oui. Les Américains, ils n'arrêtent pas de dire « Mais c'est un truc de fou, les images, les fumiers et tout, etc. etc. » Dans les moins, c'est que c'est des plus petits pays, donc droit télé, j'allais dire inexistant, mais en tout cas pas très intéressant, hein, clairement. Par rapport à l'échelle américaine, c'est peanuts. Non, mais les 76 milliards, bah, en tout cas, clairement, ça pour le coup, il n'y a que la Première Ligue. Tu vois, il y a la Première Ligue, la Serie A qui a 1 milliard, bon, il y a aussi l'Allemagne aussi qui a 1 milliard. Donc, toutes les équipes dont tu viens de parler, on ne peut pas imaginer la meilleure ligue européenne sans ces clubs-là. Sauf que la NBA, son but, c'est de faire de l'argent. Où est-ce que tu peux faire de l'argent aujourd'hui en Europe, d'un point de vue du sport? L'Angleterre, donc ça, on l'a dit, Manchester et Manchester et Londres. Oui. On pense bien sûr à l'Espagne, Barcelone, Madrid. Ok. On peut penser à l'Allemagne. Il y a déjà des équipes à Berlin et à Munich avec des clubs omnisports et des clubs et des marques qui sont déjà très fortes. On pense aussi à la France parce qu'on connaît le marché du basket en France, il est énorme, hein, clairement. Donc on peut penser à Paris et à Lyon. Pensons peut-être à l'Italie. Voilà, je place l'Italie comme ça. Voilà, les équipes comme ça. Et, parce qu'on dit NBA Europe, mais on est tous quasi sûrs qu'il va y avoir Dubaï. Pourquoi pas une équipe au Qatar? Pourquoi pas une équipe à Abu Dhabi? On peut imaginer qu'il y ait des franchises qui soient Europe, en fait IMI, donc Europe et Middle East. Ce qu'on peut dire aussi, par rapport à cet héritage et cet ADN Euroleague, qui est important, c'est que les gens de la NBA qui travaillent sur ce projet, et ils sont nombreux, c'est le bureau de Londres qui gère ça. C'est pas un délire, une volonté du bureau de New York avec des Américains qui ne connaissent pas le basket européen. C'est quasi que des Européens basés dans le bureau de la NBA à Londres qui bossent sur ce projet-là. Donc, conscients qu'au bout d'un moment, s'ils veulent aussi être attractifs, ils peuvent pas juste arriver avec un projet économique en disant « on va gagner de l'argent ». Ils savent que derrière, il faut rameuter le plus de gens, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de la rivalité. Et sans tous les clubs qu'on vient de citer, si t'as pas ça, eh ben en fait, pac, c'est parti, ben, tu pars avec 20 mètres de retard. Et ça, la NBA l'a en tête parce que, c'est important de le dire, les gens qui travaillent, ce sont les gens de Londres essentiellement et pas du tout ceux de New York. Et attends, mais tu vois, si tu penses à une franchise dans les grandes villes, basket, culturellement, ou marché, fort marché potentiel, on imagine vraiment une nouvelle entité s'installer à Istanbul? Les Istanbul quelque chose, tu vois, voilà. Une franchise s'installer à Belgrade? C'est-à-dire que, alors, les Serbes soutiennent leur sélection nationale, ils sont ensemble. Par définition, ils soutiennent le pays. Ah ouais, mais alors... sur les marchés des clubs, on peut pas imaginer... Ah oui, parce que tu n'auras pas deux franchises. Hein. Bah tu n'auras pas la franchise Partizan et la franchise Red Star. On peut imaginer que ces supporters-là supportent la même équipe à un moment donné dans une ligue NBA, mais mon avis, ça marche aussi pour le Pana et l'Olympiakos. Ouais, bien sûr. Mon avis, c'est pas le problème de la NBA. Enfin, ça, pour le coup, ça doit l'être. Alors, parce que la culture, abonnément, on l'a lu, le meilleur des deux mondes, etc. Donc moi, je comprends le supporterisme. Tu peux pas cracher sur les gens qui font le basket dans ces pays-là. Je pense cracher le feront pas. Ils sont trop malins dans la com, tout ça et tout. Mais les supporters, ils sont malins. Non, mais laisse-moi finir. Je vais te dire que la porte, elle est ouverte. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, frérot.
Ça va être comme ça. Alors tu vois, je fais partie des gens qui pensent que à partir du moment où tu oublies la culture, tu oublies l'essence, donc les gens qui kiffent et tout, tu perds le lien. Exactement ce qu'ont fait les Mavs avec Luka. Tu casses quelque chose. Et ça, c'est des choses que tu peux pas rattraper. Mais c'est pour ça tu dois être excellent dès le premier jour. C'est pour ça que le fil, il est très fin, et que quelque part, quand tu me poses la question au tout début de cette vidéo, et que je te dis, ben, moi, j'imagine ça, je vois ça, mais en fait, on sait pas. Non, on sait pas. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on entend, que ça soit de la part de la FIBA et de la NBA associée, ou de l'Euroleague de son côté, c'est de la com. Ils se cherchent. Tu vois, on est là un peu les trois Spider-Man, là, qui fait quoi, qui fait qui. Ok, on sait qu'il y a quand même des gens qui sont moteurs, ça va être la NBA. Ils sont appuyés par la Fédération internationale de basket, c'est pas rien. Et nous, on est là, on navigue à vue, on essaie de ça. Mais je pense qu'on sait pas la moitié des choses encore. Non, bien sûr. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des réponses. Même pour nous qui sommes en plein milieu du truc, il y a tellement d'enjeux financiers, certes, mais des enjeux d'histoire. Pour moi, si tu déboules, tu dis, hey, je m'en branle de tout le monde, on fait une ligue, mais il y aura personne dans les salles. Tu auras personne dans les salles. Parce que nous, Européens, le basket qu'on kiffe, c'est ce basket, justement, avec le Panal, Olympiakos, le Fener, Efes Pilsen, Anadolu. Mais tu vois, Efes Pilsen, c'est l'histoire, quelque part. Donc, il y a plein de choses. Je parle même pas des Serbes. Les Serbes, chaque année, chaque fois qu'ils jouent, c'est un événement. Même en France, on en parle. Donc, pour moi, tu crées une ligue européenne sans ça, ou déjà, moi, l'intérêt, je le perds direct. Ah bah si t'as quatre équipes anglaises, tu vas me perdre vite. Ah ouais, moi tu me fais... oh, t'as vu ce soir, il y a Manchester Arsenal en NBA Europe. Je fais, frérot, je vais aller voir quand même en Euroleague. Il y a le derby d'Athènes ou le derby en Serbie. Donc c'est pas... Donc ça, c'est un enjeu. Mais je pense qu'ils le savent. C'est pour ça que je te dis que le fait que ça soit les gens de Londres qui s'en occupent... Donc ceux qui aiment le basket européen... Ça, je suis persuadé que c'est un problème qui a été mis sur la table. Et c'est un problème qui va certainement être... géré, je sais pas, mais qui va être en tout cas mis au milieu des débats pour dire il faut qu'on fasse avec ces gens-là, ou en tout cas qu'on s'en rapproche le plus possible et qu'on trouve un compromis. Le problème, c'est que trouver des compromis avec ces mecs-là... Ils sont tellement disparants. Non, mais tout le monde est différent. Exactement. Entre les clubs, les grands clubs e-sport européens et les clubs qui sont détenus par des gens qui décident tout seuls et qui ont l'oseille, enfin, la discussion, c'est pas la même. Hein. Autant le Real, pour moi, le Real est beaucoup trop politisé et c'est un club qui veut faire du pognon. Et il rêve de la Super League en foot. Alors, voilà, ça, bon. Pas de problème. Le Barça, on sait que Barcelone, c'est eux l'instigateur quand même aussi avec Jordi Bartomeu avant, qui était le président de l'Euroleague, qui est quand même, qui a poussé énormément à ce que l'Euroleague soit indépendante. Mais le Barça, c'est pareil. Les Espagnols, je pense qu'ils vont suivre ce mouvement-là. Les autres, pour moi, c'est un peu différent. Tu sais... La NBA est la meilleure d'un point de vue marketing. Le produit est bon. Alors, on peut regretter certains trucs sur ce qu'on voit dans les matchs de basket. On en parle souvent ici. Les matchs sont trop longs. En plus, nous, c'est la nuit, donc c'est encore plus difficile. On peut se plaindre un peu de la similitude entre les matchs. On peut parler du basket pur, mais d'un point de vue du produit, il y a pratiquement rien qui est mieux que la NBA. Aujourd'hui, il y a la Première Ligue, la Liga, la NFL. Voilà, c'est les premiers trucs qui me viennent en tête. Et il y a rien de mieux que ça. Donc, l'Euroleague, dans la retransmission. Ouais, mais alors l'Euroleague c'est bien produit. Moi, tu connais mon avis sur le décorum. Donc je regarde une salle. La salle doit être magnifique. Parce que le basket, ça se joue dans des très belles salles à ce niveau-là. Il doit y avoir de l'ambiance, parce qu'on parle de l'Europe, mais il doit aussi avoir une uniformisation de ce que tu vas voir. Donc c'est le parquet, les différents maillots. Aujourd'hui, comme c'est d'un basket de club, chaque maillot est ultra différent. Il y a beaucoup de pubs. Bien sûr qu'il y a de la pub sur les maillots NBA, mais c'est ultra réduit, voilà, hein, bien sûr. Mais la NBA est tellement forte là-dedans. Il n'y a pas le nom des villes. Hein. Il y a le nom des clubs, parce que c'est des franchises. Oui, je sais. Non, mais il n'y a pas le nom des villes en Euroleague. Ah oui, il est un peu... Il y en a parfois, il est là. Parfois, il est là. Ouais, mais ça, dans le marketing, ça change tout. C'est pour ça que je te dis ça. Je te dis, mais moi, quand je me projette entre... Admettons le Barça, qui va jouer des matchs de Liga avec un maillot... et ils vont jouer des matchs NBA Europe avec un autre maillot. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est pas ce qui me gêne. Pourquoi pas? Mais en tout cas, dans mon esprit de NBA Europe, on doit suivre toutes les meilleures guidelines de la NBA. Et ça en fait partie. Ah oui, est-ce qu'on a toutes les salles aujourd'hui pour pouvoir... On parle de on n'a pas parlé de Monaco aujourd'hui. Monaco, quand tu domines autant en ton championnat, que tu vas autant en Final Four de l'Euroleague, tu peux te poser la question de... Et pourquoi pas eux? Ils ont pas du tout la salle. Non. Et ils ont en plus un propriétaire qui est russe. Donc, du coup, t'es russe ou ukrainien, je sais plus. Ukrainien. Oui, ukrainien. Ouais, je préférais le dire. J'ai eu un doute. Donc, il y a quand même des questions sur certains clubs et d'où viennent les capitaux, etc., qui vont entrer en ligne de compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ta première question, elle est parfaite. Parce qu'en fait, il y a la com qui est en train de se faire en ce moment. On veut amener notre savoir-faire avec la culture de la FIBA, blablabli, blabla.
Et de manière très intelligente, ils ne pas une seconde, ils nomment l'Euroleague parce qu'ils savent que c'est ouverture directe peut-être à un conflit ou à des questions où aujourd'hui, ils n'ont pas les réponses. Ils n'ont pas les réponses. Je suis persuadé qu'en Soum Soum, il y a déjà des discussions, mais tout ce dont on est en train de parler là, évidemment que je suis persuadé qu'aujourd'hui, déjà, il y a des discussions là-dessus de comment on fait. Et je suis persuadé que tous les présidents de chaque club, que ce soit le Pana, l'Olympiakos, le Partizan, l'Étoile Rouge, au Fener ou autre, ou à Kaunas, eh ben, ils ont déjà des avis là-dessus et qu'il y a déjà certainement des contradictions en disant, mais moi, je veux pas ça. Moi, milliardaire depuis 40 ans, qui donne de l'oseille dans mon club où j'ai été champion d'Europe 5, 6, 7, 8 fois, 10 fois. Moi, j'ai fait Bendover pour l'NBA. Mais attends, mais qui fait... Donc, il va falloir être très bon dans les négociations parce que t'arrives pas, tu vas pas arriver à ces mecs-là en disant, bah, s'il te plaît, vas-y, je veux pas rentrer. C'est pas un terrain conquis, quoi. Voilà, c'est pas un terrain conquis. Donc, après, les promesses. T'as besoin de ces mecs-là, les promesses en termes d'argent sont telles. On parle de 500 millions de tickets d'entrée, c'est fou. Mais c'est incroyable. Ça, c'est fou. Ça veut dire que ton standing, il est déjà tellement élevé. Parce que si tu parles on est dans des 500 millions des machins. Je rappelle, à Monaco, ils sont à 30 millions de budget, les mecs. 30 millions, c'est le plus haut en France. Donc, je me dis, va falloir être persuasif, mais l'attrait quand même de monter une ligue sur les terres du basket en Europe, il y a de quoi y aller. Je vous rappelle quand même que des grands sports américains qui viennent en Europe, c'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient de l'échec de la NFL Europe. Bon, l'échec, il y a Samir Hamoudi qui a été élu meilleur joueur de NFL Europe. Et on l'embrasse, mon Mimir. On embrasse mon Samir. Elle a pas duré 100 ans, la ligue. Il y a Terry Crews qui était... oui, tout à fait. Terry Crews, ouais. Qui a joué... Oui, mais ça a été un échec. Après, honnêtement... C'est pas le même sport. C'était il y a 25 ans. Ah non, début 2000, la fin. Wow. C'était il y a 25 ans. Ah oui, t'as raison. Pas la pire des idées, certainement beaucoup trop en avance. Ça arrive. Surtout sur le foot US. Ouais, on parle pas du même sport. Et en plus, c'est le deuxième sport mondial. C'est un sport qui est une niche incroyable. Bah oui. Mais ils avaient une franchise à Barcelone, il y avait une franchise à Berlin. Ouais. Et beaucoup en Europe. On sait que les Allemands adorent la NFL. Donc voilà, c'est juste pour vous préciser quand même qu'il s'était passé quelque chose. Je te propose d'accueillir deux auditeurs. Allez. Il y en a un qui est contre en fait la NBA en Europe, enfin la Ligue européenne en Europe, et l'un qui est pour. On vous a même mis un petit sondage là tout à l'heure. Je vais pouvoir le prendre dans quelques instants. Écoute, Tom, on va commencer par... T'as envie que ce soit positif ou négatif, Erwan? Wow, on va les accueillir tous les deux. On va accueillir Julien et Simon. On va parler l'un après l'autre et ils vont nous dire qui pense quoi de tout ça. Est-ce qu'ils sont avec nous, Julien et Simon? Ouais. C'est qui ça alors? Salut les mecs. Salut les gars. Alors, je vais poser la question d'abord à Julien. Salut Julien, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu joues au basket? Tu aimes le basket? Ouais, j'aime bien le basket, mais je suis plutôt team Euroleague, moi, que team NBA. Eh ben, je sens déjà un courant de pensée. Alors, tu nous as entendu parler assez longuement de ce projet, hein, vraiment dans l'état du projet. Si tu es très Euroleague, j'imagine que toi, cette arrivée de la NBA, en tout cas avec une nouvelle ligue, ça te hype pas énormément. Alors déjà, j'aimerais rappeler, comme a dit Erwan, tout reste très flou. Donc déjà, je pense qu'il faudrait avoir toutes les cartes en main, donc on va faire un peu de spéculation, mais moi je suis très attaché à l'Euroleague pour le côté fanbase. Et par exemple, ce qui m'excite en regardant l'Euroleague, ça va être un Partizan Fenerbahçe, un Real Madrid Olympiakos, là où il y a une vraie culture basket dans différents pays, la culture serbe, la culture grecque, les Espagnols. Voilà, et en gros, mettre une culture en place, ça prend beaucoup de temps. Et par exemple, quand j'écoute parler qu'un Manchester City pourrait venir dans cette NBA Europe, je suis absolument pas convaincu et je pense que ça va prendre des années et des années pour que ça se mette en place et pour que ça prenne, et ça va créer encore pire une ligue concurrente à l'Euroleague au sein de l'Europe, et je pense que tout le monde va s'y perdre en fait et plus personne va s'y intéresser au bout d'un moment. Ce qui est déjà le cas, ce qui est déjà un peu le cas avec aujourd'hui. Alors il y a l'Euroleague qui truste tout, t'as l'Eurocup, t'as l'Europe Cup de la qui est l'Euro Challenge. Ouais, c'est FIBA Europe Cup et t'as la BCL. C'est illisible. Hein. Alors l'Euroleague truste tout, mais même l'Eurocup, alors qu'il n'y a plus trop de clubs français, il y a encore Bourg-en-Bresse, mais on la suit plus du tout. Dès que les Français sont pas en lice pour la gagner, on oublie. Donc c'est illisible. T'as raison. C'est déjà le cas. Tu veux continuer? Puis non, ce que je disais, moi c'est vraiment le côté culture et fanbase qui m'intéresse quand je regarde l'Euroleague, et je pense que la NBA c'est plus une ligue de spectateurs. Pour avoir vu quelques matchs une fois ou deux chez les États-Unis, c'est vraiment une ligue de spectateurs, et d'avoir fait quelques matchs d'Euroleague. J'ai eu la chance de faire un match à Olympiakos à Athènes. J'habite pas très loin de Lyon, donc j'arrive à aller voir des matchs de l'ASVEL où je vois par exemple, j'ai vu le Fenerbahçe, le Pana, quand ils viennent en nombre avec leurs supporters, et moi c'est ça qui m'intéresse quand je regarde l'Euroleague. Et puis c'est surtout quelles règles aussi. Alors je sais qu'ils ont dit pour l'instant qu'ils voulaient mettre des règles Europe,
mais je doute qu'à terme, ils vont tout vouloir synchroniser avec la NBA. Et je pense, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'un Final Four que tout se joue sur un match. C'est ça qui me plaît dans l'Euroleague, en fait. C'est sûr que je retrouve pas en NBA, en tout cas. On apprécie l'Euroleague parce qu'elle est différente aussi et que tu as des moments ultra forts comme le Final Four. Je te rejoins complètement. On va écouter Simon un petit peu pour nous donner son avis, qui j'imagine est un petit peu plus positif quant à l'arrivée de la NBA en Europe comme ça. Ouais, salut les gars. Moi, à l'inverse de Julien, moi je suis un noob de l'Euroleague. Je suis pas du tout. Je suis beaucoup la NBA et surtout moi pour la NBA en Europe, ce que Julien disait par exemple, les cartes de supporters, les choses comme ça que tu as en Euroleague, effectivement, qui correspondent pas au public NBA, ça veut pas dire que si tu crées une ligue, une ligue où tu auras une équipe par exemple à Athènes, tout ça, que ces spectateurs-là vont disparaître. Ils vont venir potentiellement dans une autre ligue. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le discours d'Adam Silver qui disait « Je veux prendre le meilleur des deux mondes ». Alors, c'est très poétique de dire ça comme ça, mais pour moi, Adam Silver, c'est un peu comme un architecte. Il voit une vieille maison d'époque qu'est l'Euroleague. Il se dit, bon, je vais pas tout raser pour faire un loft, mais par contre, je vais peut-être rajouter une terrasse, mettre une piscine et pimper un peu l'Euroleague, qui, faut qu'on se le dise, est pas un produit glamour, en tous les cas, par rapport au... Tu regardes en France le nombre de personnes qui suivent la NBA et le nombre de personnes qui suivent l'Euroleague, c'est pas comparable, quoi. En fait, c'est intéressant ce que tu dis quand Adam Silver dit « Je veux prendre le meilleur des deux mondes ». Par exemple, un club comme le Pana ou l'Olympiakos. C'est une histoire. Tu dis ils vont changer de ligue. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont laisser en chemin quand ils vont changer de ligue? Est-ce que ça va être toujours ce même club? Est-ce que les gens vont toujours se retrouver dans ce qu'ils se retrouvent actuellement dans leur club depuis de génération en génération? Est-ce que passer dans cette ligue où tu vas être chapeauté quoi qu'il arrive, parce que les boss, le dernier cut, il sera toujours à la NBA, qu'est-ce que tu vas laisser en chemin? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser en chemin? Et est-ce que tes fans vont s'y retrouver? Parce que là, on parle de choses, on parle de fanatisme, on parle de culture familiale quasiment. Le Partizan, l'Étoile Rouge, le Fener, tout ça, ces clubs-là, le Kaunas, c'est même, ça fait partie de la famille, de la culture familiale chez ces gens là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont laisser en chemin si ça devient une vraie franchise comme aux États-Unis? Il y a moyen aussi d'avoir un désamour et ça serait la pire chose qui puisse arriver. Et pour continuer dans ce sens-là, lorsque vous allez en NBA aux États-Unis, tu signes avec la NBA. C'est pour ça que quand tu signes un contrat, ton contrat, il est assuré quelle que soit ta franchise. Si tu fais ça en Europe, entre un truc dont on n'a pas du tout parlé, quels seront les joueurs? On en parlait en amont avec Aaron avant l'émission, et Aaron disait ce seront les joueurs qui sont en Euroleague. Mais alors du coup, ça n'a aucun sens. Parce que moi, si tu me dis que c'est la NBA, il doit y avoir une passerelle très forte avec... Tu fais venir qui? J'en sais rien. Mais la passerelle avec la NBA, il y a tous les mecs qui non, là, c'est une passerelle de contrat. Là, c'est pas le cas. C'est une passerelle de contrat. Moi, dans mon esprit, je signe avec la NBA. C'est pas les mêmes conditions. 50 millions, le premier choix de la draft à 12 millions. Mais en tout cas, tu dois assurer des salaires qui vont se rapprocher petit à petit. Ça, ils vont le faire, hein. J'imagine. Là, on vient de voir Kendrick Nunn qui a prolongé 3 ans sans bon de sortie pour les NBA à 4,5 millions avec le Pana sur 3 ans. C'est le plus gros contrat qu'on a jamais vu. 4,5 millions, alors c'est net. C'est 10 millions en NBA. Il y en a combien des joueurs qui sont à 10 millions en NBA? Des dizaines. Je rajoute à ça, et je te rejoins sur la culture. Si vous faites des équipes dans chaque pays, tu vas être obligé d'avoir des joueurs locaux pour que les gens continuent à avoir le lien, etc. Ouais. Tu es obligé d'avoir des joueurs locaux. Est-ce que c'est possible? J'ai l'impression que tout est possible aujourd'hui. Mais tu ne dois pas perdre ça. Alors, il y a certains grands clubs d'Euroleague, leurs 7 premiers joueurs, c'est pas des joueurs locaux, on va pas se mentir. Mais en tout cas, moi, dans mon esprit, si tu veux aller au bout de la culture, tu dois avoir des gens qui restent longtemps, donc des salaires qui vont suivre à côté. Le spectacle doit toujours être meilleur. Le spectacle Euroleague, et on le dit peut-être pour ceux qui regardent pas l'Euroleague, il y a pratiquement rien de mieux que de regarder la saison régulière de l'Euroleague aujourd'hui par rapport à celle de la NBA. T'as beaucoup de matchs serrés, les matchs sont plus courts, il y a du spectacle tout le temps, il y a des performances individuelles. C'est pas une comparaison entre les deux parce que c'est pas comparable, mais il n'empêche que tu prends beaucoup plus de plaisir à suivre la saison régulière. Ensuite, les playoffs, on peut en discuter. Les playoffs de NBA, c'est ce qui me passionne le plus sur la Terre. Donc voilà, j'essaie de remettre tout ça en ligne de compte parce que
toutes les interrogations ont plus que dire pour ou contre. Et moi, je veux même pas te demander de répondre à cette question parce qu'on n'a pas assez d'infos aujourd'hui. Mais quand je vous entends chacun, tous les deux là dire, moi je suis plutôt pour, plutôt contre, je vois surtout de gars qui sont plus ou moins inquiets de ce que pourrait être cette ligue européenne parce qu'on a finalement très peu d'infos là-dessus. Ouais, non, mais t'as raison. Mais de toute façon, c'est ce qu'on dit. Après, on suppute, on spécule. Il y a un passif. On se souvient de la scission entre la FIBA et l'Euroleague. On se souvient de la création de cette Coupe d'Europe minable qu'avait été la Supro League à l'époque, remportée par le Maccabi Tel Aviv avec Nate Huffman, paix à son âme, qui avait été MVP du Final Four. Je pense que aujourd'hui, l'Euroleague vit et nous passionne, mais elle survit grâce à des mécènes qui mettent du pognon. Mais ça perd de l'argent. Donc je me dis que j'ai pas envie non plus qu'un jour, ce basket européen-là soit en crise profonde. Et je crois qu'un jour, on va y arriver. Si on continue comme ça, peut-être pas dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être, peu importe, mais en tout cas, à fonctionner comme ça, l'Euroleague d'un côté qui dit, allez, une fois sur deux, les fenêtres européennes, les fenêtres internationales, je vous laisse les joueurs d'Euroleague. Mais vous vous rendez compte comment on fonctionne aujourd'hui? Je suis pas persuadé que la NBA vienne là non plus pour être un médiateur et que tout le monde soit content, joli, tout. C'est pas le genre. Mais je crois que trouver la meilleure solution pour tout le monde, club, et aussi quelque part indirectement peut-être aussi les équipes nationales, et avoir une uniformité, une lecture un peu plus simple que ce que c'est aujourd'hui, je pense qu'on serait tous gagnants. Moi, je rêve, nous qui sommes fans d'Euroleague, de championnat de France, de NBA, de National 3, qu'on puisse à un moment donné avoir tous une lecture un peu plus simple et qu'on puisse autant apprécier regarder un match d'Euroleague qu'un match NBA et que ça soit aussi simple et que ça soit beaucoup plus simple que ce que ça l'est aujourd'hui. Je vous pose une question à tous les deux, mais parce que là, avec ce qu'on vient de dire tous les deux, en fait, je me dis, mais l'idée de prendre le meilleur des deux mondes, alors le meilleur du basket européen, j'ai bien compris, c'est un peu l'essence du jeu et ce qu'il y a autour, mais en fait, là, c'est à un moment où tu dois inventer quelque chose de complètement neuf qui doit balayer tout ce qu'on a connu depuis 50 ans, complètement. Tu peux pas juste créer tu peux pas juste créer quelque chose de concurrent à l'Euroleque. Ça veut dire c'est pas le cas en vrai. Ils veulent pas créer un truc concurrent, ils veulent tout arracher. Ils veulent tout arracher. Ils ont mis ça 100 millions de tickets d'entrée, tu te rends compte, 100 millions. Après, encore une fois, on adore la NBA, on travaille avec eux, c'est notre ligue. On les adore. Mais c'est Maximus et Rome, la NBA, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est sûr. Donc, moi j'espère que tout le monde pourra à quelque part un peu participer pour finalement le mieux du fan de basket. Et si tu achètes un pass pour regarder du basket et que tu as la NBA et que tu as cette nouvelle ligue, et que, tu vois, il y a plein de choses à imaginer. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'histoires, il y a des mecs qui sont là depuis 40-50 ans, qui n'ont pas besoin des Américains. Et ça, on sait que c'est toujours un peu problématique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, mais même ce qu'on dit là, c'est de la spéculation. Il y a Sawen qui dit, plus j'en entends sur le sujet, moins ça me semble faisable. Julien, toi qui es un fan d'Euroleague, t'as pas aussi cette sensation que peut-être qu'on parle pour rien là aujourd'hui? Bah en fait, on spécule. Après, ça nous fait débattre et c'est super intéressant. Mais après, je sais pas. Il faut voir enfin, il en faut plus d'informations, il faut plus de billes, il faut plus savoir comment ça va se mettre en place. C'est encore trop flou en fait. Après, je sais pas. J'ai pas de. Moi, pour l'instant, je suis plutôt contre parce que j'ai plutôt tendance à penser que la NBA va vouloir arriver et tout grailler au fur et à mesure, enfin vouloir tout prendre, tout mettre uniformisé en fait entre guillemets aux règles NBA. Parce qu'on sait que la NBA c'est un produit ultra marketing et c'est le seul truc. Mais c'est là où je pense que c'est pas. Tout à l'heure, je dis pour rigoler Maximus et l'Empire romain, mais en fait, c'est pas ça. Ils savent très bien que le marché européen n'est pas le même que le marché américain, que la consommation du basket et du sport aux États-Unis n'est pas la même qu'en Europe. Et c'est pour ça que je te dis que c'est des gens européens qui connaissent le basket européen, des Français, des Anglais, des Espagnols, des Allemands qui travaillent sur ce projet dans le bureau de Londres avec justement toute cette sensibilité du basket européen. Moi, la NBA, ils savent mieux que personne avec les gens qui travaillent, que s'ils déboulent avec un produit 100% américanisé, ça ne marchera pas. Et ils vont se mettre tout le monde à dos. Ils sont pas fous, hein. D'ailleurs, Vas-y, Simon, vas-y. Vas-y. En fait, moi, pour revenir à ça, tu disais, s'ils arrivent et qu'ils imposent leurs produits, ils vont perdre du monde en route. Par contre, s'ils arrivent à arrondir les angles et qu'ils perdent seulement, pour moi, une partie vraiment qui est fanbase hardcore Euroleague,
mais qu'ils arrivent à séduire un nouveau public, est-ce qu'au final, ils en ont pas un peu rien à faire de coup de se dire, bon, écoute, les acharnés de l'Euroleague, tant pis, on va peut-être perdre 1 million de spectateurs, enfin, je dis des chiffres au hasard, hein, comme ça, mais par contre, derrière, on va être capable de récupérer Très bonne réflexion. Un nouveau public. Et typiquement, je pense à l'Angleterre, qui est un pays de sport. Alors, le basket, c'est pas du tout leur sport pour y avoir de plus en plus. Mais par contre, ils vont quand même récupérer des nouveaux publics de partout. Imagine, t'implantes une équipe, je sais pas, au Portugal, une en Angleterre, une en Écosse. Enfin, c'est quand même là où je te rejoins, c'est que la cible de cette NBA Europe, ça va pas être le mec tatoué torse-poil qui crame des fumigènes dans les tribunes, mais ça va plutôt être le cadre qui va avec ses 4 gamins dans une salle. Ça, c'est une certitude, et ça fait 1 pour 4. Donc c'est un spectacle, c'est du divertissement. Et je pense que quelque part, quand on est dans des deals comme ça, quand on est dans des ambitions comme ça, tu sais qu'il faut choisir ton combat, et il y a des choses que tu dois accepter de perdre. Et je suis persuadé que les gens qui sont certainement bien plus intelligents que moi à l'NBA, ils vont faire leurs calculs et ils savent ce qu'ils vont être prêts à lâcher. Et par contre, ils savent aussi qui va les toucher. Tu voulais dire un truc, Julien ou Simon? Ouais, moi ce que je pense, en fait, quand ils disent réunir un meilleur des deux mondes, je pense que la NBA, par contre, elle est ultra puissante sur tout ce qui est l'impact, la présence sur les médias, les réseaux sociaux, et en gros, entre guillemets, c'est pas un rêve ou quoi, mais pour moi, dans le meilleur des cas, ça serait qu'en fait, qu'ils associent la puissance marketing et entre guillemets de vendre un produit à l'Euroleague telle qu'elle est, en fait, de promouvoir le Final Four, de promouvoir les matchs de saison régulière, pas autant qu'il y en a en NBA. Enfin voilà, c'est vraiment pas forcément créer un All-Star Game en Euroleague, mais c'est vraiment ça, juste qu'ils amènent vraiment leur côté vendre un produit. Et là, je pense qu'on pourrait vraiment trouver un terrain d'entente qui serait vraiment idéal pour la plupart des spectateurs de basket. Écoute, laissons voir les semaines, les mois qui arrivent. Pour l'instant, on est dans un beau projet où tout le monde serait gagnant. C'est malheureusement en business jamais le cas. Et on voit ce qui se passe avec la BL, où ce sont des clubs qui participent à la BL. Et on se pose la question de, à un moment donné, faire des franchises. Voilà, donc tu es plus contrôlé par NBA. Il y a d'autres enjeux dont on vient de parler. Bon, merci les gars en tout cas. Hein, merci à vous les gars. À tous les deux. C'était intéressant d'avoir vos avis et vos retours. Merci Julien, merci Simon. C'était cool d'avoir deux gars qui sont aux opposés pour tout ça. Encore une fois, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais on est vraiment aux prémices de cette discussion. On en saura plus dans les mois qui vont arriver, parce que ils sont en train de bosser, et quand tu bosses, ça sert à rien d'en parler plus que ça. Il y a quand même eu cette conférence de presse qui a permis d'activer l'embryon d'un projet qui pourrait être pharaonique, qui pourrait changer complètement notre manière de regarder du basket. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un monde où ça se passe bien et que on a devant nous, donc nous on est parisiens, on vit à Paris, une franchise NBA avec des joueurs plus proche de la NBA quelque part, qui jouerait dans ces franchises-là, avec un décorum de ouf, avec... Moi, je suis... En fait, le jeune fan de basket, un peu naïf du coup, se dit, mais ouais, on peut peut-être avoir une Ligue européenne assez incroyable, avec un niveau de jeu toujours aussi haut, avec le meilleur des deux mondes, donc des supporters qui viennent supporter et pas manger des chips et boire du coca. Voilà, plutôt, et regarder comme ça, tranquille. On aime quand même quand ça chamaille un petit peu. Est-ce que les binges, elles seront à 20 €? J'espère pas, même si là au parc, la dernière fois, là, ça commence à grimper. Hein. Le prix des trucs autour, là. Enfin, bref. Voilà, on a fait le tour. Si vous nous regardez en replay, ou vous nous écoutez en podcast, comme toujours, vous mettez un petit commentaire. N'hésitez pas. Là, en plus, c'est une vidéo un petit peu différente, donc on va prendre encore plus le temps de lire et on va essayer de vous répondre dans la soirée après que la vidéo soit sortie. Si on a oublié des trucs, on en reparlera. On aura, et je le sais déjà, beaucoup de retours quant à ce qu'on a tout dit. Donc si on doit refaire une news jeudi dans le First Day Show pour reparler de ça, faire des précisions peut-être si on n'a pas été ultra complet, c'est pas grave, on vient de faire 40 minutes quand même là-dessus, mais en même temps c'est un débat qui nous passionne, c'est l'arrivée de la NBA en Europe, donc ouais, on est comme des fous en fait. Ça peut tout changer, t'as raison, dans notre manière de consommer le basket, de faire des passerelles qui n'ont jamais existé avec la NBA, même pour nous en termes de business, ça va ouvrir plein de choses. Alors oui, il n'y a pas que le business dans la vie, et vous avez raison, il y a aussi l'amour de ce sport qui ne doit pas être dénaturé. Donc, il y a plein de choses évidemment qui se croisent, et chaque pays, chaque ville a une culture tellement particulière aussi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Euroleague nous régale autant. Mais bon voilà, en fait, c'est plein de questions, plein de ressentis très différents.
Maintenant, affaire à suivre et ça va être évidemment passionnant. Ce sera passionnant et on en reparle bientôt s'il y a des avancées d'ici les prochaines semaines.